l'avoir rappelé. Je vais procéder donc à un tirage d'une nouvelle lettre. D comme dissidence. Et ce sera donc Marie-Vonne David Junio. La dissidence. Le terme apparaît dans le dernier tiers du XXe siècle pour désigner les luttes de l'intelligentsia dans les pays de l'Est. Bukowski en souligne un des traits essentiels. Penser ce que l'on veut n'est pas plus dangereux à l'Est qu'à l'Ouest. Ce qui fait un dissident, c'est l'harmonie entre ses paroles et sa vie, d'une part, et ses convictions, de l'autre. On s'accorde à dire que le procès Siniavski-Daniel en 1966 ouvre la voie de la dissidence. Poursuivi pour avoir publié un livre à l'étranger, critiquant le régime, Siniavski refuse de faire son autocritique. Il revendique au contraire son acte au nom de la liberté d'expression. Cette attitude de résistance inédite lui vaut un large écho à l'extérieur de l'URSS, mais aussi à l'intérieur. Face à la soumission, elle propose une autre posture citoyenne que Václav Havel analysera comme un redressement civique qui repose sur un redressement éthique. Dans leurs revendications, ces dissidents s'appuient sur les principes de la Constitution de 1936 qui ne sont pas appliqués et sur les accords d'Helsinki signés en 1975 qui engagent l'URSS au respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Depuis cette époque, la dissidence politique désigne toute lutte de défense des droits civiques et humains menée sans violence par les individus contre un régime totalitaire. À l'Ouest, dans le sillage de mai 68, se développent en France des luttes au sein des institutions. J'étudie dans une approche sociologique plusieurs affaires qui concernent l'éducation nationale, la justice, la famille. Contrairement aux luttes contestataires de l'époque, l'individu ne remet pas en question l'institution. Il en défend les principes qui ne sont pas respectés dans la pratique, un dysfonctionnement dont il est lui-même victime et qu'il dénonce. Au terme de cette enquête, j'introduis en 1986 le concept de dissidence institutionnelle. J'en décris le scénario avec ses différents actes, un affrontement légal au terme duquel l'individu a épuisé tous ses recours. Sommé de se soumettre, il fait appel au peuple par un acte qui transgresse les normes et même la loi en posant le problème sur la place publique. C'est alors qu'il entre en dissidence. Le pouvoir réagit par la sanction et l'exclusion sociale. L'opinion se divise. D'un côté, ceux, minoritaires, qui soutiennent la cause de l'individu dissident, de l'autre, la majorité, qui défend les normes, les lois et le pouvoir en place et tente d'anéantir symboliquement l'individu. Au terme de ce combat idéologique, la cause portée par le dissident peut être entendue et reprise sous d'autres formes. L'injustice qu'il dénonce peut être reconnue et le système des normes, voire même la loi, peuvent évoluer. Exemple, le statut des pères face au divorce en France. Si l'individu dissident est exclu du corps social, le problème de sa réintégration et de sa réhabilitation va se poser. Mais je m'aperçois que ce scénario de la dissidence n'est pas nouveau. Il est à l'œuvre chez Sophocle, dans Antigone, ainsi que dans l'attitude de Socrate, décrite lors de son procès. J'en fais une relecture sous forme de 2 livres qui permettent d'approfondir la réflexion sur la dissidence. Ce scénario est à l'œuvre aussi dans la littérature et dans l'histoire. Le J'accuse d'Émile Zola en est un bel exemple. Mais aussi l'affaire Rochelin, du nom de cet érudit qui s'oppose à la destruction des livres en hébreu. Sa résistance engendre un combat entre humanistes et les autorités de l'époque qui enflamme toute l'Europe de 1510 à 1520. Ce scénario est à l'œuvre enfin dans beaucoup de luttes contemporaines. Exemple, la jeune Malala qui affronte les intégristes pour le droit à l'instruction des filles, ou ce jeune Palestinien qui se bat contre les crimes d'honneur dont a été victime sa sœur et parvient à faire changer la loi. Mais la voix des dissidents requiert des conditions particulières pour être entendue et soutenue. Leur combat est difficile et leur réhabilitation est souvent posthume. La dissidence nous intéresse surtout pour ses enjeux. Enjeux personnels. Les valeurs que l'individu défend donnent sens à sa vie. Aussi pour lui, mieux vaut risquer son insertion sociale, sa vie même,
plutôt que de se laisser imposer des conditions indignes au regard de sa conscience. Enjeu socio-culturel. Chaque dissident propose un nouveau contenu d'une identité sociale, une autre manière de jouer son rôle, qui vient concurrencer la norme en y intégrant des droits à faire respecter. Enjeux fondamentaux. Le dissident est une sorte de quidam que rien n'autorise à prendre la parole. Il est, comme le dit Sophocle à propos d'Antigone, autonomos, il crée sa propre loi, et autognotos, il décide par lui-même. Il n'est pas habilité socialement à dire ce qui est juste à dire la loi. Il se l'octroie. Pour qui se prend-il, disent ses adversaires? Il est vrai aujourd'hui comme hier qu'il est dans la démesure. C'est pour cela qu'il est toujours rabaissé et stigmatisé, sacrilège dans la Grèce antique, hérétique à la Renaissance, paranoïaque dans la France des années 80. En quoi consiste cette démesure? Il fait émerger en lui un sujet qui décide de ce qui est tolérable dans la situation qu'il subit. Mais ce sujet qui ose prendre la parole publiquement pour défendre un principe qui inspire sa pratique s'adresse à chacun de nous et nous pose cette question éthique aussi gênante que l'était le questionnement socratique. Et vous, qu'en pensez-vous? Quelles sont les valeurs qui guident vos pratiques? Le dissident souligne le divorce entre ce que disent les représentants des institutions et ce qu'ils font, mais il interpelle aussi ceux qui ont même statut que lui pour leur demander comment ils se situent face aux problèmes posés, les obligeant à prendre parti. Provocateur, il l'est surtout parce qu'il dévoile ce que les agents normalisés ne veulent ni voir ni savoir. Nous sommes coproducteurs d'un ordre qu'on veut croire intangible, comme s'il y avait d'autre choix que celui de s'y soumettre. Le dissident révèle qu'il est possible d'en faire bouger les lignes. On le voit, la dissidence est une des réponses possibles aux problèmes soulevés par la Boétie. Comment sortir de la servitude volontaire? Le jeune penseur met ses espoirs dans les qualités intellectuelles et la culture de ceux qui, bien nés, gardent le goût inné de la liberté. La dissidence met plutôt l'accent sur le pouvoir d'attraction des valeurs idéales incarnées par des individus qui font preuve de liberté et de créativité, mais surtout de courage pour les ancrer dans le réel. Antidote de la soumission, la dissidence l'est aussi du nihilisme qui menace peut-être davantage nos sociétés. Merci beaucoup Marie-Yvonne pour ce propos à la fois clair et dense. Merci pour cette belle évocation aussi de la dissidence institutionnelle à partir de ces figures Socrate, Antigone, et qui nous ramène à cette question essentielle que les choix éthiques finalement nous reviennent aussi, et que quand on consent, quand on se soumet, on fait déjà un choix. Et le dissident est celui qui porte son choix en place publique, mais c'est soutenu évidemment par une position éthique, et qui nous pose question qui pose question à chacun de nous. Donc merci beaucoup. Je vais continuer.